Et si je te disais que la manière dont commence ta matinée détermine toute ta journée, que tu n'as pas besoin d'une motivation creuse ni de promesses magiques, mais simplement de quelques minutes de concentration, de conscience et de direction. Écouter ces méditations chaque matin n'est pas juste une habitude, c'est un acte de pouvoir personnel. C'est choisir de se réveiller avec clarté, plutôt que dans la confusion, avec un but, plutôt que dans la précipitation, avec de la résilience, plutôt que dans la réaction. Si tu en as assez de répéter les mêmes erreurs, de te laisser emporter par le chaos du jour, de te perdre dans l'urgent et d'oublier l'important, voici ton point de départ. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des journées parfaites, mais d'avoir un esprit suffisamment fort pour les affronter. Es-tu prêt à entraîner ton esprit avant que le monde ne le distrait? Avant de commencer, je veux que tu fasses un geste puissant. Va maintenant dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je suis stoïque. En l'écrivant, tu ne laisses pas simplement un message, tu envoies un signal direct à ton esprit. Tu prends le contrôle. Tu entraînes ton subconscient à répondre avec sagesse et non par impulsion. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi et laisse ton « j'aime » pour qu'on continue à créer davantage de contenu qui transforme ta manière de penser, de ressentir et de vivre. Méditation première. L'importance d'écouter des méditations stoïciennes le matin. Il y a une immense différence entre se réveiller et simplement ouvrir les yeux. Tu peux te lever de corps, mais laisser ton esprit endormi. Tu peux commencer la journée en pilote automatique, en répétant la routine sans conscience, sans intention, sans direction. Et c'est le piège le plus courant. Vivre sans s'en rendre compte. C'est pourquoi commencer ta matinée en écoutant des méditations stoïciennes n'est pas juste une pratique de plus, c'est une déclaration. C'est choisir de commencer la journée avec sagesse, avec maîtrise, avec clarté. Tu ne fais pas que te réveiller, tu accordes ton âme. Quand tu écoutes une méditation stoïcienne au début de la journée, tu donnes à ton esprit une ancre. Au lieu d'être emporté par tes émotions, tes tâches en retard, les messages et les actualités, tu te recentres sur ce qui compte vraiment. Entendre des phrases telles que « tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles ta façon d'y répondre » ou « fais aujourd'hui ce dont ton futur te remerciera » te place sur une autre fréquence. Cela te rappelle que tu n'es pas là pour réagir sans réfléchir, mais pour agir avec vertu. Le matin est un terrain sacré. C'est le moment où l'esprit est le plus réceptif, le plus malléable. Juste au réveil, le cerveau fonctionne dans un état où le subconscient est ouvert, là où ce que tu entends se grave plus profondément. De la même manière que certains choisissent de commencer la journée avec des plaintes ou de l'anxiété, toi, tu peux choisir d'y semer une force intérieure, du calme et une sagesse pratique. Et cela, au fil du temps, transforme ton caractère. Tu n'as pas besoin d'un silence absolu, ni de t'asseoir en position du lotus. Tu peux écouter une méditation stoïcienne pendant que tu te prépares, pendant que tu fais ton café, pendant que tu regardes par la fenêtre. La clé, c'est l'intention. Permettre à ces paroles de pénétrer et de t'accompagner. Car ce que tu entends au début de la journée influence la manière dont tu interpréteras chaque défi à venir. Si tu commences la journée avec un esprit désordonné, tout semblera plus chaotique. Mais si l'esprit est centré, tout devient gérable. Une méditation stoïcienne n'est pas qu'un exercice de réflexion, c'est un outil pour mieux vivre. Les stoïciens ne méditaient pas pour fuir, mais pour se préparer. Ils anticipaient ce qui pouvait arriver et se demandaient « Qu'est-ce qui dépend de moi? Que dois-je faire si les choses ne se passent pas comme prévu? Comment puis-je rester serein au milieu du chaos ?» Et c'est exactement ce que tu obtiens lorsque tu écoutes ces enseignements. Chaque matin, tu pratiques l'art de la prévision mentale. Tu entraînes la vertu de tempérance. Les stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle
savait que la qualité de la journée ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du dialogue intérieur. C'est pourquoi ils répétaient des idées qui leur rappelaient leur pouvoir intérieur, leur contrôle sur eux-mêmes. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Tu as accès à leur sagesse. Tu peux l'écouter, l'absorber et la mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de connaître le stoïcisme, il s'agit de le vivre. Avec le temps, tu en percevras les effets. Tu réagiras moins et tu réfléchiras davantage. Tu te feras moins de soucis pour ce que tu ne peux pas contrôler et tu consacreras plus d'énergie à ce qui dépend de toi. Tu sentiras une différence dans ta manière de gérer les difficultés, les conversations délicates, les imprévus. Non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Écouter des méditations stoïciennes chaque matin, c'est comme aiguiser une épée avant le combat. C'est te préparer à vivre avec intention, à ne pas gaspiller ta journée, à te souvenir de l'essentiel. Peu importe que tu le fasses 5 minutes ou une demi-heure, l'important c'est de le faire, parce que chaque jour est l'occasion de s'améliorer. Et quand tu commences la journée avec de la philosophie, de la clarté, de la fermeté, tu es déjà en train de gagner à l'intérieur. Alors demain, avant d'ouvrir tes réseaux, avant de vérifier tes emails, offre-toi ce moment. Écoute une méditation qui te ramène à ton centre. Écoute des paroles qui t'élèvent. Rappelle-toi ce qui dépend vraiment de toi. Et depuis cet espace, sors dans le monde avec un esprit ferme, un cœur en paix et une volonté entraînée. Voilà vivre en véritable stoïcien. Voilà commencer la journée en gagnant de l'intérieur. Méditation. 2. Nous avons 2 vies, et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Il y a un moment dans la vie où quelque chose change. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une conversation, parfois un silence. Parfois, c'est juste une phrase qui te frappe au milieu de la routine et te laisse sans voix. Nous avons 2 vies, et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et là, quelque chose s'allume parce que tu comprends enfin que la vie n'est pas un exercice d'essai, qu'il n'y a pas de répétition générale, que cela ne se rejouera pas. C'est maintenant ou jamais. Et c'est là que débute ta deuxième vie. Une vie avec un but, une présence, une saine urgence. Pendant des années, peut-être as-tu vécu comme si ton temps était infini, en repoussant tes rêves, en reportant tes décisions, en supportant des situations qui épuisent ton âme. Tu te disais, plus tard, quand j'aurai le temps, quand tout sera parfait. Mais ce plus tard n'arrive jamais parce que la perfection n'existe pas. Tout ce que tu as, c'est le moment présent. Et quand tu le comprends vraiment, tu ne peux plus vivre de la même façon. Tu ne peux plus ignorer tes dons. Tu ne peux plus rester dans des lieux qui ne te nourrissent pas. Tu ne peux plus continuer à t'anesthésier en répétant des journées creuses. Ce réveil n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Il t'oblige à te poser des questions délicates. Suis-je là où je veux être? Suis-je en train d'être la personne que je suis venu être? Suis-je en train d'utiliser mon temps comme le trésor le plus précieux que j'ai? Parce que c'est le cas. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer plus tard. Tu peux perdre des biens matériels et les reconstruire. Mais le temps qui part ne revient jamais. Chaque jour que tu vis sans intention est un jour que tu ne récupéreras pas. Et lorsque cela cesse d'être une simple idée pour devenir une certitude, ta deuxième vie commence. Tu n'as pas besoin d'une crise pour te réveiller. N'attends pas que la vie te secoue violemment. Réveille-toi toi-même. Regarde autour de toi. Regarde tes habitudes, tes décisions, tes relations. Sont-elles alignées avec la vie que tu désires vraiment vivre, ou es-tu simplement en train de survivre en faisant ce que les autres attendent de toi? La vie consciente commence par l'honnêteté, et très souvent la vérité dérange. Mais la résignation, déguisée en confort, fait encore plus mal. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de commencer.
Parfois, le changement se produit quand tu décides d'arrêter de dire oui à tout ce qui ne résonne pas en toi ou quand tu oses faire quelque chose de petit qui te rapproche de ton but. Peut-être prendre une décision que tu repousses depuis longtemps. Peut-être dire ce que tu ressens. Peut-être demander de l'aide. Mais l'important, c'est de te diriger vers toi, vers ta vraie vie. Pas celle que tu as imaginée. Pas celle que les autres veulent. Mais celle qui t'appartient, vraiment. Du point de vue stoïcien, ce réveil se conçoit comme une manière de vivre en harmonie avec la nature et la raison. Marc Aurèle disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort est sur toi. Tant que tu vis et tant que c'est possible, deviens bon. » Autrement dit, agis comme si chaque jour était un cadeau, parce que c'en est un. Et quand tu sais que quelque chose est fini, tu en prends davantage soin. Tu y attaches plus de valeur. Tu le vis avec plus d'intensité. Et voici la partie la plus puissante. Quand tu commences à vivre en sachant que ton temps est limité, tu ne déprimes pas. Au contraire, tu te libères parce que tu cesses de gaspiller ton temps dans des choses futiles, de rechercher l'approbation à des endroits inappropriés, de te déguiser pour plaire. Tu te mets à être toi, sans filtre, sans peur, avec authenticité. Et cette authenticité attire ce qui est vrai. Des relations plus honnêtes, des objectifs plus alignés, des moments plus significatifs. Alors aujourd'hui, je t'invite à ne plus attendre, à ne plus remettre à plus tard ta deuxième vie. Fais une halte, respire, observe ce que tu fais de ton temps, de ton énergie, de tes talents. Demande-toi si cela honore vraiment qui tu es. Et si la réponse est non, ne te punis pas. Change juste de direction. Tu peux commencer maintenant, cet après-midi, cette heure-ci, cette respiration-ci. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as simplement besoin de décider que ta vie mérite d'être vécue avec conscience, avec un but, avec amour. Et dès cet instant, tu ne survis plus, tu vis. Tu es dans ta deuxième vie. Et alors tout change. Parce que toi, tu as changé. Parce que maintenant, tu sais. Et, quand on sait, on ne peut plus faire marche arrière. Méditation 3. Accepte ce qui est. Lâche ce qui a été. Et aie foi en ce qui sera. Accepter ce qui est ne signifie pas abandonner, mais cesser de lutter contre la réalité. Souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de notre résistance à l'accepter. On voudrait que les choses soient différentes, que les gens aient agi autrement, que les erreurs n'aient pas été commises. Mais la vérité, c'est que c'est déjà arrivé, c'est déjà du passé. Et si tu restes là à revivre chaque détail, à tout analyser encore et encore, tu ne fais que stagner. Le passé ne peut pas être changé, il peut juste être enseigné. Et le présent ne doit pas être abandonné, mais vécu. C'est pourquoi la phrase que je veux que tu retiennes aujourd'hui est simple, mais puissante. Accepte ce qui est, lâche ce qui a été, et aie foi en ce qui sera. Quand tu lâches ce qui a été, tu ne dis pas que cela n'avait pas d'importance. Tu dis que cela n'a plus le pouvoir de gouverner ta vie. Tu reconnais que oui, cela t'a fait mal, que oui, cela t'a marqué, que oui, cela t'a appris. Mais désormais, tu choisis d'aller de l'avant parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. La vie continue, et si tu ne continues pas avec elle, tu deviens prisonnier du temps, coincé dans ce que tu ne peux plus changer, et cela t'enlève la force de créer ce que tu peux construire aujourd'hui. Accepter, ce n'est pas se contenter, c'est voir la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, sans filtre, sans déni. C'est avoir le courage de regarder ce qui est là et de te dire « Voilà ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire ?» C'est de cette clarté que naît le véritable pouvoir, parce que tant que tu te bats contre ce qui est déjà là, tu ne peux pas agir dans le présent. Mais quand tu acceptes que tu lâches prise, alors l'énergie qui partait dans la résistance se transforme en élan pour aller de l'avant. Et quand on parle de foi dans ce qui sera,
on ne parle pas d'un optimisme naïf. On parle d'une certitude intérieure qui n'a pas besoin de preuves extérieures. Avoir la foi ne veut pas dire penser que tout sera facile. C'est savoir que quoi qu'il arrive, tu auras la force de l'affronter, que l'avenir apportera peut-être des défis, oui, mais aussi des opportunités, que ton histoire n'est pas terminée, qu'il te reste des chapitres à écrire et que tu tiens toi-même la plume. Du point de vue stoïcien, cet équilibre entre l'acceptation et l'action est fondamental. Épictète disait « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais l'idée que nous nous en faisons. » Les stoïciens ne niaient pas la douleur, ils n'ignoraient pas la perte, mais ils savaient que s'enliser dans ce qui est passé, c'est gaspiller la seule vie dont nous disposons. C'est pourquoi ils cultivaient l'acceptation du destin, mais aussi l'engagement dans le présent. Accepter, oui, mais agir aussi, et agir avec vertu, avec un but, avec courage. Alors je t'invite aujourd'hui à poser un regard nouveau sur ta vie, à regarder ce chapitre difficile que tu traînes encore et à te demander « Qu'est-ce que cela m'a appris ? Quelle part de moi s'est renforcée grâce à ça ?» Et ensuite, lâche prise, ne le porte plus comme un fardeau. Utilise ce que tu as appris comme combustible, pas comme une chaîne, et reviens à l'instant présent. Regarde ce que tu as, remarque ce que tu peux déjà remercier, même si c'est petit. Et depuis cette gratitude, projette ta foi vers l'avenir. La vie est mouvement, rien ne reste identique, ni le bon ni le mauvais. Et cela est libérateur, parce que ça veut dire que ce qui fait mal aujourd'hui peut guérir, que ce qui te pèse aujourd'hui peut être lâché, et que ce que tu as, que tu ne comprends pas aujourd'hui, prendra peut-être un sens demain. Mais seulement si tu ne restes pas coincé, seulement si tu acceptes, lâches et crois. Alors, chaque fois que ton esprit voudra revenir à ce qui a été, rappelle-lui que tu n'y habites plus. Chaque fois que tu t'inquiéteras de ce qui n'est pas encore arrivé, rappelle-lui que le futur se construit maintenant, avec ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Et chaque fois que tu auras l'impression de ne plus pouvoir avancer, souviens-toi que tu as déjà surmonté ce que tu croyais impossible par le passé. Tu es là, tu es en vie, et cela prouve déjà que tu as tout ce qu'il faut pour continuer. Accepte ce qui est, lâche ce qui a été, et aie foi en ce qui sera, parce qu'en le faisant, tu retrouves la paix. Et depuis cette paix, tu peux créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'appartient, quelque chose de vrai. Méditation 4. 3 choses ne reviennent jamais: le temps, la parole et l'opportunité. Il y a des choses dans la vie qui, une fois parties, ne reviennent pas. Tu peux demander pardon, essayer de regagner du terrain, tenter de reconstruire ce qui était, mais ce ne sera plus jamais pareil. Le temps, la parole et l'opportunité n'attendent pas, ne reviennent pas, ne s'arrêtent pas. Le temps que tu laisses filer ne revient plus, les mots que tu prononces ne s'effacent pas, et les opportunités que tu ne saisis pas ne se reproduisent pas toujours. Ceci n'est pas un appel à la panique, mais un appel à la conscience. Parce que comprendre que ces 3 choses sont irréversibles te fait vivre avec plus d'intention, plus de précaution et plus d'audace. Combien de fois as-tu dit « Je le ferai plus tard, je l'appellerai demain, ce n'est pas encore le moment », comme si tu disposais d'une éternité. Mais la vérité, c'est que le temps ne s'arrête pas. Chaque minute qui passe est une minute de moins, pas une de plus. Et il ne s'agit pas de vivre dans la précipitation, mais de vivre avec présence. Que fais-tu de ton temps? L'investis-tu dans ce qui compte ou le laisses-tu partir dans des distractions, dans des plaintes, dans des peurs? Tu ne peux pas récupérer la journée d'hier, mais tu peux décider de ne pas laisser passer celle d'aujourd'hui. Viennent ensuite les paroles. Nous disons parfois des choses sans réfléchir, dans des moments de colère, d'orgueil, d'impulsion. Et ces paroles, une fois sorties de ta bouche, ne t'appartiennent plus. Elles vont toucher le cœur de l'autre,
Et là-bas, elles peuvent guérir ou blesser. Tu peux t'excuser, mais tu ne peux pas effacer le dégât. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit, penser avant de parler, te demander ce que je m'apprête à dire construit ou détruit. Parce que souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas ce qui est arrivé, mais ce qui a été dit. Et si tu dois parler, que ce soit pour élever et pas pour enfoncer, pour rassembler et pas pour éloigner. La troisième chose, c'est l'opportunité. Cet appel que tu n'as pas passé, cette idée que tu n'as pas mise en pratique, cette porte qui s'est ouverte et que tu n'as pas franchie, parfois, elles ne reviennent pas. Et on souffre davantage de ce qu'on n'a pas fait que de ce qu'on a fait et qui a échoué. Nous attendons le moment parfait, le jour idéal, le signe irréfutable, mais la vie réelle ne marche pas comme ça. Les opportunités se présentent sous l'apparence de l'inconfort, de l'incertitude, de la peur. Et si tu n'as pas le courage d'agir, elles passent et s'en vont. Le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que c'était une opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Du point de vue stoïcien, cette vérité est essentielle. Sénèque disait que nous n'avons pas peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Marc Aurèle nous rappelait que la vie est brève et que chaque instant doit être vécu avec attention. Épictète insistait sur le fait que nous devions traiter nos mots comme des flèches. Une fois lancés, on ne peut plus les rattraper. Cette philosophie nous invite à valoriser le présent, à parler avec vertu, à agir avec courage, parce que le seul moment garanti, c'est maintenant. Et si tu l'honores, tu honores ta vie. Aujourd'hui, je t'invite donc à faire un examen. Observe comment tu utilises ton temps. À quoi consacres-tu tes heures les plus précieuses, à l'urgent ou à l'important? Es-tu en train de construire ou uniquement de survivre? Observe aussi tes mots. Parles-tu avec intention ou bien répètes-tu des formules par habitude? Choisis-tu le silence lorsque c'est plus sage ou parles-tu sans réfléchir? Enfin, observe les opportunités que tu laisses passer par peur, par doute ou parce que tu penses qu'il y en aura une autre. La clé consiste à vivre avec attention. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de ne pas s'endormir dans la routine, de ne pas remettre à plus tard l'essentiel, de ne pas gaspiller ce que la vie t'offre aujourd'hui. Si quelque chose compte pour toi, fais-le maintenant. Si quelqu'un compte pour toi, dis-le lui maintenant. Si une opportunité surgit, ose la saisir. N'attends pas de tout perdre pour te rendre compte de la valeur que ça avait, parce que le temps n'attend pas, la parole ne s'efface pas, et l'opportunité ne revient pas toujours. Vis comme si c'était vrai, car ça l'est. Et quand tu en prends conscience, ta façon de vivre change, pas par pression, mais par lucidité. Dès lors, le présent cesse d'être un couloir et devient un espace sacré, un lieu que tu décides d'habiter pleinement, avec respect, avec amour, parce que tu sais que ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu choisis aujourd'hui, peut tout changer. Méditation 5. Reste calme. Tu es déjà passé par là et tu surmonteras encore peut-être pas avec les mêmes outils, pas avec la même énergie, mais avec une sagesse plus profonde. Parce qu'à chaque fois que tu as affronté une tempête, quelque chose en toi s'est renforcé et ça ne disparaît pas. C'est là, même si parfois tu l'oublies, même si la peur essaie de te convaincre que cette fois-ci c'est différent, que cette fois-ci tu n'y arriveras pas. Mais si, tu y arriveras. Parce que ce n'est pas la première fois que tu tombes et ce ne sera pas la première fois que tu te relèves. L'esprit a tendance à exagérer le présent, à amplifier le problème, à minimiser ta force. Au milieu de la difficulté, tu as l'impression que tout s'écroule. Mais si tu fais une pause, si tu respires profondément, si tu jettes un œil en arrière, tu verras que tu as déjà connu des moments sombres. Tu verras que tu t'es déjà senti brisé. Tu verras que tu as déjà cru ne pas y arriver, et pourtant tu es là, plus fort, plus sage, plus toi. Quand le présent paraît écrasant, rappelle-toi tes petites victoires. Cette fois où tu as décidé de continuer, alors que tout te disait d'abandonner.
Cette fois où tu as choisi de faire confiance même en ayant peur. Cette fois où tu as réussi à calmer ton esprit en pleine tempête. Ce sont les preuves que tu as en toi, ce qu'il faut. Tu n'improvises pas ta force, tu la construis de jour après jour, cicatrice après cicatrice. Le calme ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu décides. C'est une position intérieure qui découle de la conscience que rien de ce qui se passe n'a le pouvoir de te détruire à moins que tu ne le lui donnes. Rester calme ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne pas se livrer à la panique, ne pas prendre de décision sous le coup du désespoir, mais respirer, réfléchir, puis agir. Quand tu te souviens que tu as déjà surmonté l'impossible, tu reprends ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout résoudre, tu as juste besoin de croire qu'étape après étape, tu trouveras la sortie. Parfois, il ne s'agit pas de force, mais de patience. Tenir bon un jour de plus. Décider de ne pas lâcher aujourd'hui. Du point de vue stoïcien, la résilience n'a rien d'extraordinaire. C'est une vertu qui s'apprend. Marc Aurèle notait pour lui-même, « Si ça te fait mal, endure. Rien ne peut arriver qui ne soit pas à ta mesure. » Les stoïciens savaient que l'enjeu n'est pas d'éviter les coups de la vie, mais de se fortifier à chacun d'eux. Et cette force n'est pas de crier plus fort, c'est de rester ferme quand tout tremble, c'est de se rappeler que ton centre n'est pas dans ce qui se passe dehors, mais dans ta manière de réagir. Quand le monde semble s'effondrer, assieds-toi avec toi-même, souviens-toi de tes batailles gagnées, écris-les si nécessaire. Parle-toi comme tu parlerais à un ami, avec compassion, honnêteté, confiance. Dis-toi, ce ne sera pas facile, mais j'ai déjà avancé sur des chemins difficiles et je suis encore là. Je continuerai. Quand elle est entraînée, cette voix intérieure devient ton bouclier le plus puissant. Tu peux aussi t'entourer de symboles de ta force, un objet, une phrase, une chanson, quelque chose qui te rappelle qui tu es quand tu l'oublies. Car oui, parfois on l'oublie. Mais tu peux toujours revenir à toi, à ton essence, à cet espace où tu sais que tu peux y arriver. Non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que toi, tu es sous contrôle. Et si tu penses encore ne pas pouvoir, fais-le en petit. Ne pense pas à tout régler aujourd'hui. Pense à la prochaine étape, juste une. Et quand tu l'as franchie, le chemin se dégage un peu plus et ensuite un autre pas. Ainsi, ce qui te paraissait immense devient plus gérable et ce qui te semblait impossible devient une histoire passée. Reste calme. Tu es déjà passé par là et tu surmonteras encore, parce qu'au fond de toi, il y a plus de force que tu ne le crois, plus de clarté que tu ne le penses, plus d'amour propre que tu ne te l'accordes habituellement. Il te suffit de t'en souvenir et d'avancer, parce que tout finit par passer, même ceci. Et quand ce sera passé, tu seras encore plus toi-même, plus sage, plus libre, plus invincible. Méditation. 6. Si cela te rend heureux, heureuse, garde-le pour toi. Non pas parce que c'est un secret, mais parce que ça n'a pas besoin d'approbation, parce que tout ce qui brille n'a pas besoin d'être exhibé. Parce qu'il y a des moments, des personnes, des réussites, des émotions et de petits miracles qui se vivent mieux dans l'intimité de l'âme. Aujourd'hui, dans un monde où tout semble devoir être partagé, où chaque sourire doit être montré, où chaque pas semble exiger une ovation, choisir le silence est une forme puissante de liberté. Décider de ne pas publier ce qui te fait du bien n'est pas un geste de dissimulation. C'est protéger ce qui est sacré. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de validation, pas besoin de likes ni de commentaires pour confirmer ce que tu sais déjà. Tu es en paix, tu grandis, tu es heureux, heureuse. Et en ces temps, c'est un acte de rébellion spirituelle, car tu te libères du bruit, tu quittes la scène et tu décides de vivre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tout n'a pas à être partagé. Il y a des joies qui se multiplient quand on les célèbre à voix basse.
Il y a des moments qui perdent leur magie quand on les expose, non pas parce que les autres les gâchent, mais parce que l'intime a sa propre vibration. C'est comme une douce mélodie que toi seul entends, et si tu augmentes trop le volume, elle se déforme. Parfois, trop partager ce qui te rend heureux, heureuse, entraîne des opinions inutiles, des commentaires, des jugements, des comparaisons, des personnes qui ne comprennent pas, qui projettent leurs insécurités, qui critiquent ce que tu commences à peine à valoriser. Et tu n'as pas à défendre ta joie, pas à justifier ta paix, pas à expliquer ton choix. Si quelque chose te fait du bien, si cela te nourrit, si cela te comble, ça suffit. Tu sais ce que ça vaut et c'est assez. Cette façon de vivre trouve une racine profonde dans le stoïcisme. Épictète nous a appris que la tranquillité réside dans l'attention portée à ce qui dépend de nous. Le bonheur, le vrai, naît de l'intérieur, pas de l'extérieur. Marc Aurèle aussi écrivait sur la nécessité d'être maître de soi, de ne pas vivre pour le regard des autres, mais pour la cohérence. Dans cette philosophie, partager pour obtenir l'approbation est une forme d'esclavage. À l'inverse, profiter du silence est un signe de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de cacher ton bonheur, mais de le laisser s'épanouir sans dépendre des applaudissements. Il s'agit d'honorer ce qui te fait du bien sans en faire un spectacle. Car quand quelque chose te rend vraiment heureux, heureuse, tu n'as pas besoin de le crier. Cela se voit dans ton énergie, dans ton regard, dans ta paix, dans ta présence. Et cette façon de briller sans bruit est plus puissante que n'importe quelle publication. Apprendre à garder certaines choses pour soi ne te rend pas moins généreux. Généreuse, ça te rend plus sage. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est valoriser ce qui est profond plutôt que ce qui est superficiel. Et ta manière de vivre s'en trouve transformée parce que tu commences à avoir une vie plus tienne, plus consciente, plus libre du jugement extérieur. Pratiquer cela est simple, mais demande du courage parce que tu vas à contre-courant. La prochaine fois que quelque chose te rend heureux, heureuse, un objectif atteint, un moment spécial, une relation qui démarre, un changement intérieur, respire, sens-le, remercie-le et reste dans cet état. Ne cours pas le raconter, ne le mets pas en vitrine. Regarde-le grandir en silence, comme une fleur qui n'a pas besoin de spectateurs pour être belle. Avec le temps, vivre ainsi t'offre quelque chose que peu de gens possèdent, la légèreté, parce que tu ne transportes plus l'attente des autres. Tu n'exposes plus ce qui est en train de se construire en toi. Tu n'autorises plus le bruit du monde à étouffer la voix de ton âme. Et ça, c'est une forme de paix qui ne s'achète pas et ne se mesure pas. Si cela te rend heureux, heureuse, garde-le pour toi. Pas par peur, mais par respect. Pas par honte, mais par sagesse. Parce que tout ce qui est précieux ne s'exhibe pas nécessairement. Et parce que les choses les plus authentiques n'ont pas besoin d'être validées, seulement vécues. Et pendant que tu les vis, le monde continue. Mais toi, tu es déjà à un autre niveau, celui de la véritable liberté intérieure. Méditation 7. Sois égoïste avec ton temps. Beaucoup de gens ne le méritent pas. Il ne s'agit pas de devenir froid, insensible ou solitaire. Il s'agit de comprendre que ton temps est ta vie. Et chaque fois que tu le donnes à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, tu es en train de céder des minutes de ton existence que tu ne récupéreras jamais. Nous vivons comme si nous étions éternels. Mais la vérité, c'est que le temps est la seule chose qui, une fois partie, ne revient jamais. Et quand tu le comprends véritablement, tu deviens plus sélectif, plus conscient, plus ferme. Il y a des gens qui ne veulent pas ton bien, mais ton attention. Il y a des activités qui ne te nourrissent pas, mais te distraient. Il y a des engagements qui ne sont pas sincères, mais qui naissent de la culpabilité. Et si tu n'apprends pas à dire non, ta vie se remplit de ce que tu ne veux pas, de ce dont tu n'as pas besoin, de ce qui ne te mène nulle part. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est à quoi tu le consacres
et avec qui tu le partages. Apprendre à préserver ton temps est une forme d'amour de soi. C'est dire « ma vie est importante et ce que j'en fais aussi ». Tu n'es pas là pour répondre aux attentes de tout le monde. Tu n'es pas là pour sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Tu n'es pas là pour remplir l'agenda des autres pendant que le tien est vide. Ton temps est ton sanctuaire. Et ce que tu laisses entrer détermine comment tu te sens, comment tu penses, comment tu vis. Et oui, au début, ça fait mal, parce que tu es habitué à tout donner, à être disponible pour tous, à ne décevoir personne. Dire non semble manquer d'empathie. Mais ce n'est pas vrai. C'est une forme de respect, d'abord envers toi, ensuite envers les autres. Parce que si tu es bien, tu peux donner depuis l'amour. Mais si tu t'épuises, si tu t'éreintes, si tu te satures, ce que tu donnes n'est plus authentique. Ce n'est qu'un reste, et ça ne sert ni à toi, ni à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de choisir. De savoir avec qui ça vaut la peine de partager une conversation, un après-midi, un moment de silence. De s'entourer de personnes qui t'élèvent, t'écoutent, te respectent. Et aussi d'apprendre à être seul sans te sentir vide. Car souvent, la solitude est la forme la plus pure de te retrouver. Dans le stoïcisme, cette idée est parfaitement comprise. Marc Aurèle disait « Occupe-toi de l'essentiel et poursuis ta route. Le reste est distraction. » Pour les stoïciens, le temps devait être consacré à ce qui cultive la vertu, la sérénité, le but, et non pas pour flatter les autres, nourrir l'ego ou remplir le vide externe. Le temps devait être investi, pas gaspillé. Toi aussi, tu peux appliquer cette philosophie dès aujourd'hui. Demande-toi, ce que je m'apprête à faire contribue-t-il à ma croissance? Cette personne m'apporte-t-elle quelque chose ou se contente-t-elle d'exiger? Cet engagement vient-il d'un véritable désir ou simplement d'une obligation? Commence à protéger ton agenda comme tu protégerais ton intimité. Tous ne méritent pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne doit pas entrer dans ton espace. Et ce n'est pas être cruel. C'est être lucide. Commence à dire non sans culpabilité, à annuler des plans qui ne résonnent plus, à quitter des groupes, des cercles ou des dynamiques qui ne te représentent pas. Parce que le temps que tu économises ainsi, tu pourras l'investir dans ce qui compte vraiment, tes passions, tes objectifs, tes liens authentiques, ta paix. Quand tu apprends à être égoïste, avec ton temps, ton énergie change. Tu ne te rends plus partout par obligation, mais seulement là où tu choisis d'aller avec joie. Tu ne te disperses plus partout à la fois. Tu es pleinement présent là où c'est important. Tu ne fais plus pour faire, mais avec une intention claire. Et cette façon de vivre se ressent différemment. C'est plus léger, plus authentique, plus à toi. Alors aujourd'hui, avant de dire oui par habitude, demande-toi si ce oui t'honore ou te trahit. Avant d'accepter un engagement, demande-toi si tu le fais par amour ou par peur de décevoir. Avant d'offrir ton temps, souviens-toi que c'est ton bien le plus rare et que si quelqu'un ne l'apprécie pas, il ne le mérite pas. Sois égoïste avec ton temps, non pas par arrogance, mais par sagesse, non pas par ego, mais par respect pour ta vie. Car ceux qui t'aiment vraiment ne réclament pas ton temps. Ils en prennent soin avec toi, ils le valorisent, ils le remercient. Et c'est là que tu dois te trouver dans ces lieux, avec ces gens, à ce rythme, parce que dans ces endroits, le temps ne se perd pas, il se transforme en vie vécue avec sens. Les émotions des autres ne sont pas ta responsabilité. Tu peux être présent pour quelqu'un, tu peux écouter, tu peux accompagner, mais tu ne peux pas porter ce qui ne t'appartient pas. Parce que si tu emportes sur tes épaules la douleur d'autrui, comme si c'était la tienne, tu finis épuisé, vidé, tu te perds toi-même en voulant sauver les autres. Et le plus difficile à comprendre, c'est qu'aider ne signifie pas toujours absorber, que prendre soin ne signifie pas toujours tout porter, qu'aimer ne signifie pas toujours se sacrifier jusqu'à disparaître. Prends soin de ton énergie, pas par égoïsme, mais parce que tu sais que tu ne peux pas donner depuis le vide.
que si tu te détruis intérieurement pour essayer de réparer les autres, au final, ni toi, ni eux ne cicatrisent. Il y a une différence entre être un soutien et être une béquille, entre accompagner et porter. Quand tu ne fixes pas cette limite, tu deviens la poubelle émotionnelle de tout le monde, celui ou celle qui écoute toujours, qui est toujours là, qui résout toujours, jusqu'au jour où tu t'effondres. Être compatissant ne signifie pas être responsable des émotions d'autrui. Tu peux être présent sans t'impliquer, écouter sans absorber, comprendre sans tout justifier, aimer sans te perdre. Tu n'as pas à résoudre la vie de qui que ce soit. Tu n'as pas à guérir ce que l'autre ne veut même pas regarder. Tu n'as pas à être le sauveur. Ça ne te revient pas. Ta responsabilité, c'est ta paix, ton équilibre, ta clarté. Ce n'est pas de la dureté, mais de la sagesse émotionnelle. C'est reconnaître que chacun a son chemin, son rythme, ses combats. Et tu peux être là dans le respect, mais tu ne peux pas te battre pour eux. Tu ne peux pas vivre pour eux. Tu ne peux pas sentir à leur place. Si quelqu'un préfère rester dans le drame, la plainte, la victimisation, ce n'est pas ton rôle de l'en sortir. Tu peux tendre la main, mais s'il ou elle ne la prend pas, lâche. Ne traîne pas la personne derrière toi. Ne te noie pas avec elle. Du point de vue stoïcien, cette idée est cruciale. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Les émotions des autres, leurs décisions, leurs réactions, ne dépendent pas de toi. » Les stoïciens comprenaient que la sérénité ne devient possible que si l'on distingue l'interne de l'externe, ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Et tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent, juste ta manière d'y répondre. C'est là que réside ton pouvoir. Apprendre à poser des limites émotionnelles est un acte d'amour de soi. C'est dire « je t'aime, mais je ne vais pas me briser pour toi ». C'est apprendre à dire « je suis là pour t'écouter, mais je ne peux pas porter ça tous les jours ». Ou « je te respecte, mais j'ai aussi besoin d'espace pour moi ». Ces limites ne brisent pas les relations, elles les purifient, car ce qui est sain supporte les limites, et ce qui ne l'est pas s'effondre de lui-même. Tu n'es pas responsable de ce que ressentent les autres. Tu n'es pas coupable de leur souffrance. Tu n'es ni la cause, ni la solution. Tu es un être humain avec ton propre monde intérieur, tes propres émotions, tes propres défis, ta propre vie. Prends-en soin, comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes profondément. Parce qu'au final, toi seul sais combien il t'en coûte de maintenir ton équilibre. Toi seul sais combien ça pèse de te battre contre tes propres problèmes et ceux de tout le monde. Et si un jour tu doutes, si un jour tu te sens coupable de ne pas être là pour tout le monde, souviens-toi. Prendre soin de toi, c'est aussi aider le monde. Car, quand tu es en paix, tu agis par amour et non par devoir. Et c'est la forme de présence la plus élevée. Ne pas être là juste pour être là, mais être bien avec toi-même, afin d'être mieux avec les autres. Méditation 9. Nous avons 4 problèmes. On pense trop, on fait trop confiance, on partage trop et on aime trop. Nous avons 4 problèmes, et ce ne sont pas ceux qu'on imagine d'habitude. Ce n'est pas le manque de temps, ni le manque d'opportunités, ni le fait que la vie soit injuste. Nos problèmes les plus profonds naissent de l'excès. On pense trop, on fait trop confiance, on partage trop et on aime trop. Pas parce qu'aimer est mauvais ou que faire confiance est une erreur, mais parce que, quand on dépasse la limite de l'équilibre, la vertu se change en fardeau, et ce qui commençait comme un acte noble finit par nous blesser. On pense trop, on ressasse ce qui est déjà passé, ce qui n'arrivera peut-être jamais, ce qui pourrait mal tourner. On imagine des scénarios, on interprète des silences, on rejoue des conversations, et pendant ce temps, la vie se déroule, mais nous ne la vivons pas. Nous sommes prisonniers de notre mental, nous ratons le présent, parce que l'excès de pensée ne résout pas, il épuise, il n'éclaire pas, il embrouille, il ne calme pas, il inquiète. Penser, c'est bien, mais quand la pensée se fait obsession,
elle cesse d'être utile et devient toxique. Il faut revenir à l'instant présent, respirer, faire une chose à la fois, se souvenir que tout ce qu'on pense n'est pas la réalité et que toutes nos peurs ne méritent pas notre attention. On fait trop confiance. On offre notre confiance comme si elle ne pesait rien. On donne accès à notre intimité à des gens qui ne l'ont pas mérité. On idéalise, on projette, on suppose qu'autrui agira avec la même sincérité que nous, et quand ça ne se passe pas ainsi, on se sent trahi, déçu, blessé. Mais ce n'était pas que l'autre, c'était aussi notre manque de prudence, notre urgence de connexion sans observation. Faire confiance ne doit pas être de la naïveté, c'est une décision qui prend du temps, qui demande de la cohérence et des signes concrets. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de s'ouvrir avec discernement. On partage trop. Toute notre vie est en vitrine. Nos opinions, nos réussites, nos douleurs, nos rêves, nos blessures. Tout est exposé, tout est publié, tout est commenté. Et dans cet excès de partage, on perd souvent la valeur de l'intimité, de ce qui n'appartient qu'à nous, de ce qui se protège dans le silence. Tout n'a pas besoin d'être dit, tout ne doit pas être montré. Il y a des choses qui grandissent mieux à l'abri des regards, des processus qui ne fleurissent vraiment que loin des projecteurs. Apprendre à garder certaines choses pour soi, c'est aussi de la sagesse et de l'amour-propre. Et on aime trop. On aime au point de s'oublier, de tout justifier, d'accepter des miettes, de sacrifier notre bien-être pour conserver un lien qui ne nous nourrit plus, qui ne construit plus rien. Aimer ne devrait pas faire mal, ne devrait pas t'épuiser, ne devrait pas exiger que tu cesses d'être toi. Un amour sain n'exige pas que tu disparaisses. Il te renforce, te protège, te donne de l'espace. Pour rencontrer ce genre d'amour, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Ne pas mendier l'affection, ne pas courir après, ne pas implorer. Parce qu'aimer trop les autres sans t'aimer toi-même est la forme la plus subtile de l'abandon personnel. Le stoïcisme parle souvent d'équilibre, d'éviter les extrêmes, de vivre avec mesure. Marc Aurèle disait que nous devions agir avec justice, accepter avec sérénité et parler avec vérité. Et cette sérénité naît du fait que nous ne vivons pas dans l'excès. Les stoïciens ne proposaient pas de réprimer mais de modérer, pas d'éteindre l'amour, la confiance, la pensée, mais de les diriger, de les utiliser sagement. Parce que quand l'émotion gouverne tout, la raison se perd. Et quand la raison mène, la vie devient plus claire, plus simple, plus nôtre. Alors si tu te sens accablé parce que tu penses trop, que tu fais trop confiance, que tu partages trop et que tu aimes trop, ce n'est pas que tu es défaillant, c'est que tu as juste besoin d'équilibre. Commence par t'observer. Quelles sont les pensées que tu peux lâcher? À qui donnes-tu plus d'accès que ce qu'il ou elle mérite? Quelle partie de ta vie dois-tu protéger? Où donnes-tu davantage que ce que tu reçois? À partir de ces observations, choisis différemment. Choisis de penser moins et d'agir plus. Choisis de faire confiance avec discernement, pas par peur d'être seul. Choisis de partager avec intention, pas par automatisme. Choisis d'aimer sans t'oublier, sans te vider, sans t'émander. Parce que quand l'amour commence par toi, tout le reste s'aligne. Nous avons 4 problèmes, oui, mais nous avons aussi la capacité de les transformer, de convertir l'excès en harmonie, de vivre plus légèrement, plus consciemment, plus centré. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de ne pas se briser en ressentant. Il s'agit de vivre avec le cœur ouvert et les pieds bien sur terre. De continuer à aimer, mais sans t'oublier. Méditation 10. L'échec n'est qu'une opportunité de recommencer de façon plus intelligente. L'échec n'est pas la fin, même s'il en a parfois l'air. Parfois, il ressemble à une défaite complète, à la preuve que tu n'es pas à la hauteur, au signe que tu devrais abandonner. Mais ce n'est qu'une interprétation. Ce que tu appelles aujourd'hui échec est en réalité une pause, un réajustement, une opportunité qui ne ressemble pas encore à une opportunité, jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre. Échouer ne signifie pas avoir perdu. Cela signifie que tu as la possibilité de recommencer,
cette fois avec plus de sagesse, plus de précision, plus de clarté. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu as deux choix, te plaindre ou apprendre. Tu peux t'enfermer dans l'auto-apitoiement, rester bloqué en repensant à l'erreur, ou faire une pause, observer, prendre note et grandir. L'échec n'enseigne pas dans le confort, il enseigne dans la douleur. Et si tu es prêt à regarder ce qui s'est passé sans te juger, tu découvres quelque chose de précieux. L'erreur t'a communiqué une information. Ce n'était pas une perte, mais une leçon. Regarde ton passé. Souviens-toi de ces moments où tu as eu l'impression que tout s'effondrait. Maintenant, vois-tu, n'était-il pas nécessaire pour que tu en sois là aujourd'hui? Ne t'ont-ils pas appris des choses que tu n'aurais jamais découvertes autrement? Oui, ça a fait mal, mais ça t'a construit, rendu plus fort, plus lucide, plus humain. Parfois, tu dois perdre pour te recentrer. Parfois, tu dois toucher le fond pour trouver là-bas une base solide sur laquelle reconstruire. Échouer t'oblige à t'arrêter. Et bien que ce soit inconfortable, c'est une bénédiction parce que ça t'empêche de continuer en pilote automatique. Ça t'amène à te demander « Qu'ai-je fait? Que puis-je faire autrement? Quelle partie de moi doit grandir ?» Et si tu acceptes de te poser ces questions avec humilité, tu obtiens des réponses qui te transforment. Échouer ne signifie pas être un raté. Échouer dans une tentative, ça ne te définit pas. Ça définit seulement que cette tentative n'était pas la bonne. Mais toi, tu es toujours là. Si tu le comprends, tu recommences déjà, mais cette fois de manière plus intelligente. Dans le stoïcisme, l'échec n'est pas une punition. C'est une phase du processus. Épictète disait qu'il ne fallait pas attendre que les choses se passent comme on le voulait, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se passent, c'est-à-dire accepter le résultat comme un enseignant. Marc Aurèle écrivait que chaque obstacle sur la route devient lui-même la route, et cela inclut l'échec. Pour les stoïciens, il n'y a pas d'événement bon ou mauvais en soi. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu te sers de l'échec pour évoluer, alors ce n'est plus une chute, mais un nouveau socle. La clé est dans l'attitude. L'échec t'arrête-t-il ou te propulse-t-il? Te détruit-il ou te transforme-t-il? Te brise-t-il ou te reconstruit-il? Tout dépend de la façon dont tu l'interprètes. Peu importe le nombre de fois où tu échoues, l'important est combien de fois tu es prêt à retenter l'expérience avec plus de sagesse. Et cette sagesse n'apparaît que si tu es prêt à écouter ce que l'échec est venu t'enseigner. À partir de maintenant, change ta perspective. Ne crains pas l'échec. Crains plutôt les zones de confort où tu ne grandis pas. Crains les journées qui n'exigent rien de toi. Crains les excuses qui t'éloignent de ton potentiel. Parce que rater en essayant, c'est une part du voyage. Mais ne jamais essayer, c'est la véritable défaite. Commence à voir l'échec comme une carte. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, note, analyse, corrige, ajuste et repart au combat. Cette fois, avec une stratégie plus fine, une vision plus précise. Parce que maintenant, tu sais ce qui ne marche pas et c'est déjà un pas vers ce qui marchera. Personne n'a réalisé quelque chose de grandiose sans échouer d'abord. Personne n'a construit une vie de sens sans trébucher, douter, tomber. La différence, c'est entre celui, celle qui se relève, et celui, celle qui reste à terre. Et tu peux être de celle qui se relève. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste un peu meilleur qu'hier. Alors la prochaine fois que quelque chose rate, ne le vois pas comme une fin. Vois-le comme un point de départ d'une nouvelle version de toi. Une version qui ne répète plus, qui ne sabote plus, qui ne fuit plus. Une version qui comprend que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais fait partie du chemin qui y mène. Méditation 11. Obsessionne-toi à devenir la meilleure version de toi-même, que ce soit ta priorité. Que chaque journée soit guidée par cette unique question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de la personne que je suis censé être? Je ne parle pas de perfection. Je parle de transformation.
Je parle de te construire avec intention, de cesser de vivre en pilote automatique et de prendre des décisions qui t'élèvent. Parce que, oui, tu peux continuer d'être qui tu es, ou tu peux devenir celle que tu es destiné à être, mais tu ne peux pas être les deux. Être la meilleure version de toi-même, ce n'est pas un résultat. C'est un processus, un engagement quotidien, un pacte avec toi-même, où tu décides de laisser derrière toi la plainte facile, la distraction continue, la médiocrité confortable, et d'exiger davantage de toi, de te polir, de te relever, de faire face à tes zones d'ombre, de protéger ton énergie, de purifier tes pensées, d'agir même quand tu n'es pas motivé. Parce que personne ne viendra te construire de l'extérieur. C'est ton travail. Et quand tu en prends conscience, la donne change. Ne t'obsède pas avec ce que font les autres. Ne t'obsède pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Obsessionne-toi à être concentré, à améliorer ton état d'esprit, à créer une routine qui te pousse, à t'entourer de gens qui te poussent à progresser, à lire, à apprendre, à pratiquer, à laisser aller ce qui ne te sert plus. Fais de ton développement personnel la norme, pas une option. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, des jours où tu auras l'impression que rien ne change, des jours où tu voudras retourner à ce qui est plus facile, plus familier, moins exigeant. Mais c'est précisément là, dans ces jours-là, que ça compte le plus, car c'est là qu'on entraîne son caractère, qu'on forge la véritable force. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as pas envie, c'est là que tu cesses d'être un rêveur de plus pour devenir un bâtisseur authentique. Ne t'attends pas à des résultats immédiats, ne recherche pas la récompense instantanée. Ce chemin est plus lent, oui, mais aussi plus profond, plus durable, plus authentique. Parce que tu ne changes pas juste de l'extérieur, tu te transformes de l'intérieur. Tu purifies ton esprit, tu fortifies ton âme, tu maîtrises ton corps. Et ça, avec le temps, devient visible, perceptible, contagieux. Dans le stoïcisme, cette idée est clairement ancrée. Le devoir le plus élevé de l'être humain est de se perfectionner soi-même. Sénèque disait « Tant que tu vis, apprends à vivre, parce que peu importe ton âge ou ta situation, il y a toujours une meilleure version de toi en attente. Mais elle ne viendra pas toute seule. Elle viendra quand tu la chercheras avec discipline, intention, humilité. Fixe-toi des objectifs, non pas pour te sentir plus important, mais pour avoir une direction. Ne vis pas sans cap. Celui qui ne sait pas où il va se perd sur n'importe quel chemin. Définis qui tu veux être dans chaque domaine, ta santé, ton caractère, tes relations, tes habitudes, ton but. Chaque jour, fais quelque chose, même de petit, pour t'en rapprocher. Parce que le changement réel ne se produit pas en un instant, mais dans la répétition. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Tu vas échouer, tu vas faire quelques pas en arrière. Mais ce n'est pas pour autant que tu es fini. C'est une preuve que tu es sur la voie. L'important, c'est de persévérer, que chaque chute t'enseigne, que chaque erreur t'affine, que chaque obstacle te rappelle pourquoi tu as commencé. Parce que si tu restes fidèle à ta vision, tu y arriveras. Pas par chance, mais par ténacité. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te regarderas dans un miroir et tu verras quelqu'un de différent. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es plus conscient, plus fort, plus libre. Et alors, tu comprendras que ce n'était pas une question de gagner un trophée extérieur, mais de te construire de l'intérieur. De devenir quelqu'un qui se respecte, qui s'honore, qui vit avec un sens. Obsessionne-toi à devenir la meilleure version de toi-même, pas par orgueil, mais par amour-propre, par respect pour ton potentiel, par engagement envers la vie que tu peux créer. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et si tu le fais, tout le reste s'aligne. Car en toi, tu changes, tout change. Commence aujourd'hui, sans excuse, avec détermination, avec foi, car en toi,
tout est déjà là. Il ne reste qu'à l'activer jour après jour, pas à pas, jusqu'à ce que ça ne soit plus un objectif, mais ta nouvelle manière de vivre. Méditation 12. Les mauvaises habitudes sont comme un lit confortable. On y entre facilement, on en sort difficilement. Au début, elles ne semblent pas dangereuses. Elles sont douces, familières, réconfortantes. Elles promettent le soulagement, le repos, te disent que ça ne gêne pas si tu restes un peu plus longtemps. Mais ce qu'elles ne te disent pas, c'est qu'à mesure que tu y restes, ta volonté s'engourdit. Et quand tu voudras en sortir, vouloir ne suffira pas. Il te faudra lutter pour t'en défaire, car l'habitude t'a enchaîné. Elle est devenue une partie de toi, sans que tu t'en rendes compte. Les mauvaises habitudes se forment en silence. Elles ne surgissent pas brusquement. Elles se développent dans ce que tu tolères, dans ce que tu répètes sans te poser de questions, dans ce que tu fais quand tu penses que personne ne te voit. Et peu à peu, elles se changent en chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Elles te volent du temps, de l'énergie, l'estime de soi, la clarté d'esprit. Et le pire, c'est qu'elles te font croire que tu ne peux pas les changer, que c'est ainsi que tu es, que ça ne changera jamais. Mais ce n'est pas vrai. Une habitude n'est pas ton identité, c'est un schéma. Et un schéma peut être brisé. La première étape est de regarder en face, sans chercher d'excuses. Qu'est-ce que tu fais chaque jour qui t'éloigne de la personne que tu veux être? Quelle conduite répètes-tu encore et encore, alors même que tu sais qu'elle te nuit? Peut-être l'utilisation excessive du téléphone, la procrastination, l'alimentation émotionnelle, le fait de te dénigrer, le fait de dire oui alors que tu aurais voulu dire non. Peu importe, il faut d'abord le reconnaître, car tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas, et tu ne peux pas sortir du lit si tu ne te rends même pas compte que tu es en train de t'y prélasser. Changer une mauvaise habitude ne demande pas de la force brute, mais de la stratégie. Il faut créer de nouveaux chemins, car il ne s'agit pas seulement d'arrêter de faire quelque chose, mais de remplacer cette chose par autre chose de mieux, pour que, quand la tentation se présente, tu aies une autre option à portée de main. Parce que la tentation va revenir frapper à ta porte en te disant « Allez, une autre fois ». Et c'est là qu'il faut être préparé, non seulement avec de la volonté, mais avec un plan. Commence petit. On ne brise pas une habitude en un jour, on l'affaiblit à chaque choix différent. À chaque fois que tu choisis autrement, tu reprogrammes ton esprit. Chaque fois que tu dis non à ce qui te dominait avant, tu reprends du pouvoir. Et même si c'est peu, c'est la base d'une vie nouvelle. Parce que chaque geste compte, même quand tu ne vois pas le résultat instantané, quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. Dans le stoïcisme, les habitudes font partie du caractère. Épictète disait qu'on ne doit pas attendre que les choses extérieures changent si on n'a pas d'abord travaillé sur notre esprit et nos actions. La véritable liberté, pour les stoïciens, c'est de se maîtriser soi-même, de ne pas être esclave de ses pulsions, de choisir en pleine conscience au lieu de réagir par habitude. Et cette liberté ne se gagne pas du jour au lendemain. On la cultive jour après jour, décision après décision. La clé est de ne pas abandonner. Il y aura des rechutes, des jours où tu n'y arriveras pas. Mais échouer n'est pas échouer dans l'absolu. Abandonner, ce serait échouer. Toi, tu n'es pas là pour abandonner. Tu es là pour briser des cycles, pour te prouver à toi-même que tu peux sortir de ce confort toxique, que tu peux construire des habitudes qui t'élèvent au lieu de te détruire, que tu peux être la version de toi que tu veux être, mais qui ne se révélera que lorsque tu cesseras de t'accrocher à ce qui ne te sert plus. Imagine comment ta vie changerait si tu remplaçais juste une mauvaise habitude par une bonne. Si, au lieu de procrastiner, tu commençais la journée en pleine conscience. Si, au lieu de réagir en te plaignant, tu choisissais de répondre par l'action. Si, au lieu de combler le vide par du bruit, tu le remplissais d'un but. Tout changerait. Peut-être pas d'un seul coup, mais oui, ça changerait. Parce que le vrai changement commence à l'intérieur, quand toi, tu décides que ça suffit. Sors de ce lit confortable,
pas parce que c'est urgent, mais parce que ton futur le mérite, parce que ta paix en a besoin, parce que ton âme te le réclame. Et oui, au début ce sera difficile, mais chaque jour où tu décideras de te lever, même un peu, tu seras plus près de ta liberté, plus près de ta force, plus près de toi-même. Parce que les mauvaises habitudes peuvent sembler douillettes, mais tu n'es pas fait pour la passivité. Tu es fait pour grandir. Et grandir commence par une seule décision, ça suffit. Méditation 13. Prends soin de ton corps. Souviens-toi que la santé est une autre forme de richesse. Tu peux avoir des objectifs, du talent, des rêves, même de l'argent. Mais sans la santé, tout le reste s'effondre. On l'oublie facilement, on le repousse, on se dit qu'on peut abuser aujourd'hui et réparer demain. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Le corps enregistre tout. Ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu négliges. Et un jour, quand tu t'y attends le moins, la facture arrive. Ton corps n'est pas un accessoire, c'est ton véhicule. Le temple depuis lequel tu penses, parles, décides, agis. C'est ton outil le plus puissant. Et si tu ne l'entretiens pas, il te limite. Si tu ne le renforces pas, il s'affaiblit. Si tu ne l'écoutes pas, il tombe malade. Il ne s'agit pas de s'obséder sur l'apparence, mais de comprendre que ton énergie, ta concentration, ta clarté mentale, ta capacité à vivre pleinement, tout commence par la façon dont tu traites ton corps. Fais du soin de toi une priorité, pas une option. N'attends pas de trouver le temps. N'attends pas de tomber malade. N'attends pas un problème majeur. Commence à présent avec de petits gestes, des décisions conscientes, par respect pour toi-même. Fais du sport, pas comme une punition, mais comme une célébration. Bouge parce que tu le peux, parce que ton corps te le permet, parce que tu ne veux pas perdre cette liberté. Mange de manière saine, pas par obligation, mais comme un acte d'amour propre. Te nourrir avec ce qui te fait du bien est une façon silencieuse de te dire « je me respecte ». Et n'oublie pas de prendre soin de ton sommeil. Ne te vante pas de dormir peu. Ne crois pas que pour être productif, il faille t'épuiser. Dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le moment où ton corps se répare, ton esprit s'organise, tes émotions se calment. Si tu ne dors pas correctement, tout tourne mal, et tu le sais, tu l'as déjà ressenti. Et n'oublie pas que la santé ne se résume pas au physique. Ton esprit et tes émotions ont aussi besoin d'attention. Le stress, l'anxiété, la tension ne disparaissent pas tout seuls. Il faut apprendre à les gérer, à méditer, à respirer, à te déconnecter, à parler à quelqu'un, à marquer des pauses. Parce que tu n'es pas uniquement des muscles. Tu es aussi des pensées, des émotions, de l'énergie. Et si une partie de toi est négligée, toutes les autres en souffrent. Dans le stoïcisme, le corps était un outil au service de la vertu. On ne l'idolâtrait pas, mais on ne le négligeait pas non plus. Sénèque disait qu'un esprit sain a besoin d'un corps fort. Marc Aurèle s'entraînait tous les jours, dans le cadre de sa discipline. Les stoïciens comprenaient que pour te maîtriser toi-même, tu dois aussi avoir une certaine maîtrise de ton corps, que la force mentale et la force physique sont plus liées qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être régulier, de faire les bons choix la plupart du temps, d'écouter ce que ton corps demande. Parfois, il aura besoin de mouvement, parfois de repos, parfois de silence. Mais si tu es à l'écoute, tu sauras, parce que ton corps parle toujours. Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas forcément. Fais-toi donc une promesse. Non pas tout bouleverser d'un coup, ni suivre une routine extrême, mais te respecter un peu plus. Prendre soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes. Offrir à ton corps ce dont il a besoin, pas ce que t'impose la hâte ou une envie fugace. Parce que ton corps n'oublie rien. Chaque décision que tu prends s'accumule, pour le meilleur ou pour le pire. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que prendre soin de ta santé aura été l'une des décisions les plus importantes de ta vie. Parce que ça t'a offert plus d'années,
plus d'énergie, plus d'aptitude à profiter de tout le reste. Tandis que tous couraient après ce qui est extérieur, toi, tu construisais ton patrimoine intérieur, la forme, la vitalité. Et ça, quand tu l'as, cela change tout. Prends soin de ton corps, c'est ta première maison, ta base, ta responsabilité. Et quand tu le fais, tu n'améliores pas seulement ta santé, tu améliores ta vie, ton focus, tes relations, ta productivité, ta paix, tout. Parce que la santé n'est pas un domaine de plus, c'est le fondement de tout le reste que tu peux être. Méditation 14. Petit cercle, vie privée et esprit en paix. C'est une formule puissante que très peu de gens osent mettre en pratique, parce qu'aujourd'hui, on dirait que se faire remarquer est plus important que d'être bien, que tout partager rime avec être authentique et qu'avoir un maximum de contacts vaut plus que construire des relations profondes. Mais lorsque tu choisis délibérément d'avoir un cercle restreint, de préserver ton intimité et de protéger ta paix intérieure, tu découvres une autre forme de liberté. Une liberté qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui ne dépend pas du brouhaha qui te relie à toi-même. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour te sentir accompagné. Tu n'as pas besoin de tout raconter à tout le monde pour t'affirmer. En réalité, plus tu partages l'essentiel avec ceux qui ne le méritent pas, plus tu t'exposes au jugement, à l'incompréhension, à l'énergie qui ne te fait pas grandir. Et ce n'est pas que tu ne fais pas confiance, c'est que tu sélectionnes, parce que tu sais que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta part la plus sacrée. Un cercle restreint ne signifie pas la solitude, mais la clarté. Cela veut dire que tu as appris à filtrer, que tu distingues qui est présent par intérêt et qui l'est par loyauté, qui applaudit seulement quand tu gagnes et qui te soutient quand tu perds. Un petit cercle te permet d'être toi, sans masque, sans explication, sans pression. Tu peux parler sans craindre, tu peux te taire sans te sentir jugé, tu peux échouer et savoir qu'on ne va pas te filmer pour se moquer, mais t'aider à te relever. Et ça, c'est inestimable, parce que quand ton cercle est sain, ton esprit l'est aussi. Tu n'as plus à te préoccuper de plaire, de rentrer dans le moule, d'être suffisant. Tu te concentres sur ce qui est vrai. Et le vrai n'a pas besoin de décoration, juste d'attention, de présence, d'authenticité. Avoir une vie privée, ce n'est pas te cacher, c'est te protéger. C'est comprendre que tout ne doit pas être dit, que certaines choses se vivent mieux dans le silence, que la discrétion est une forme de pouvoir, car elle te permet d'évoluer sans pression extérieure, de changer sans te justifier, de guérir sans devoir publier chaque étape, d'aimer sans devoir tout montrer. Et quand ta vie devient plus privée, ton esprit s'allège. Moins d'opinions, moins de comparaisons, moins de drames inutiles. Tu commences à te concentrer sur l'essentiel et tout s'en trouve amélioré. Ta productivité, ton énergie, ta sérénité, car tu ne réagis plus à ce que pensent les autres. Tu agis depuis ce que tu sais, toi. Dans le stoïcisme, cette philosophie est cruciale. Les stoïciens ne recherchaient pas l'approbation. Ils vivaient avec du sens, de la discrétion, de l'intégrité. Sénèque recommandait d'éviter la foule, non par mépris, mais par prudence. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour les autres, parce qu'il savait que la grandeur personnelle naît dans l'intimité de l'âme, pas dans l'exposition publique. Épictète rappelait que notre tâche est de veiller sur ce qui dépend de nous, et cela inclut à qui nous ouvrons la porte de notre vie. Donc si tu te sens aujourd'hui envahi par le bruit, par les avis extérieurs, par la nécessité constante de partager, peut-être que tu n'as pas besoin de plus de connexion, mais plutôt de mieux sélectionner. Rétrécis le cercle, enlève l'excès, ne garde que ce qui est solide, pas ce qui est populaire. Parce que la paix ne vient pas d'accumuler, mais de savoir quoi garder et quoi lâcher. Commence par observer qui est vraiment là pour toi, avec qui tu peux être vulnérable, qui t'écoute sans te juger, qui célèbre ta croissance sans compétition, qui t'apporte la paix au lieu du drame. Ce sont ces personnes qui méritent d'être proches.
Les autres peuvent rester en dehors, pas par rancune, mais par lucidité, pas par rejet, mais par soin. Et plus ton cercle est petit, plus ton esprit est fort, parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu n'as plus besoin de disperser ton énergie dans 1000 directions. Tu peux te concentrer, respirer, vivre en paix. Petit cercle, vie privée, esprit en paix. Mets-le en pratique, défends-le, et tu verras qu'en abandonnant l'excès, tout ce qui a de la valeur restera, et tout ce qui n'était pas réel disparaîtra. Parce que quand tu choisis ton cercle, tu choisis ton environnement. Et quand tu choisis ton environnement, tu choisis ton bien-être. C'est là, dans cet espace intime et authentique, que tu trouveras enfin ce que tu as toujours cherché, la sérénité. Méditation 15. Jouer la sécurité est la chose la plus risquée que tu puisses faire dans la vie. Parce que plus tu t'accroches au confort, plus tu t'éloignes de ton potentiel. La zone de confort se fait passer pour la paix. Mais c'est souvent un piège camouflé en stabilité. C'est l'endroit où tes rêves s'endorment, où ton talent se trouve étouffé, où ton vrai toi se met à rapetisser pour rentrer dans le moule. Et oui, là, tout a l'air sous contrôle. Mais rien ne change, rien ne grandit, rien n'évolue. Éviter le risque semble logique. On veut être sûr, avoir des garanties, un sol ferme. Mais la vérité, c'est que tout ce qui a de la valeur dans la vie se trouve de l'autre côté de la peur. Ta meilleure version, tes plus belles opportunités, les projets qui peuvent bouleverser ton destin, tout cela t'attend si tu prends des décisions courageuses. Et si tu choisis toujours la sécurité, c'est comme si tu te disais que tu ne crois pas en ta capacité de t'adapter, d'apprendre, de faire face à l'inconnu. Et si tu échoues, rien qui ne puisse t'enseigner, rien que tu ne puisses convertir en ressources. Ce que tu dois vraiment craindre, ce n'est pas l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Parce qu'à chaque fois que tu préfères rester là où tu es, par peur de perdre, tu renonces également à gagner. Tu renonces à découvrir de quoi tu es capable. Tu renonces à grandir. Et c'est ça le vrai danger. Vivre petit alors que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Sors de ta zone de confort. Tu n'as pas besoin de sauter dans le vide sans préparation. Mais tu as besoin d'avancer. Même si tu ne vois pas tout clairement. Prends des risques calculés, évalue, prends une décision et agis. Parce que la croissance ne vient pas quand tout est prêt. Elle vient quand tu es prêt à l'essayer malgré l'incertitude. Et chaque pas hors de ta zone connue te fortifie, t'instruit, te transforme. Combien de fois as-tu voulu faire quelque chose mais la peur t'a retenu? Combien de fois savais-tu qu'il fallait dire oui, mais tu as dit non pour éviter les complications? Combien de fois as-tu pensé « et si ça se passe mal ?» au lieu de te dire « et si ça se passe merveilleusement bien ?» Ce dialogue intérieur modèle ton destin, car ta vie est façonnée par tes décisions. Et si tu choisis toujours le confort, tu entraînes ton esprit à se contenter, à éviter, à survivre au lieu de vivre. Dans le stoïcisme, ce principe est particulièrement éclairant. Les stoïciens savaient que la vie ne devait pas être dirigée par la peur, mais par la vertu. Marc Aurèle disait « La vie de chaque homme est colorée par la teinte de ses pensées. Si tu perçois toujours le pire, tu vivras constamment limité. Mais si tu fais d'abord de la vie avec du courage, si tu utilises ta raison pour agir bravement, chaque défi devient une possibilité. » Épictète enseignait qu'on ne devait pas craindre les événements, mais notre façon de réagir. Le problème n'est pas le risque, mais la vision que tu en as. Parfois, la sécurité paraît intelligente, mais ce n'est qu'une excuse élégante pour ne pas confronter ses limites. Et la sécurité absolue n'existe pas. Même dans ce qui semble stable, il peut y avoir des pertes, des imprévus. Alors pourquoi ne pas risquer pour quelque chose qui en vaille vraiment la peine? Pourquoi ne pas miser sur une vie qui te fasse vibrer? Une vie où, en te retournant, tu te dises « J'avais peur, mais j'ai essayé quand même ». Applique cela aujourd'hui. Fais ce pas. Envoie ce message. Passe ce coup de fil. Présente ce projet.
Amorce ce changement, même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Parce qu'à chaque fois que tu agis avec courage, tu gagnes. Même si tu n'obtiens pas le résultat espéré, tu gagnes en courage, en confiance, en expérience. Et ça, c'est cumulatif, ça te transforme, ça te prépare pour la suite. Tu n'es pas venu ici pour jouer la sécurité. Tu es venu grandir, apprendre, créer, laisser ton empreinte. Et ça, c'est seulement possible si tu avances, si tu prends des risques, si tu agis. Alors la prochaine fois que tu ressens la peur, ne l'interprète pas comme un stop. Voilà comme le signal que tu es au seuil du changement. Jouer la sécurité est la chose la plus dangereuse que tu puisses faire. Parce que sans risque, il n'y a pas de récompense. Sans saut, il n'y a pas de vol. Sans courage, il n'y a pas de transformation. Et tu n'es pas né pour rester là où tu es, mais pour découvrir jusqu'où tu peux aller. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, cela en dit déjà beaucoup sur toi. Cela montre que tu es engagé envers ton développement, ta croissance, ton état d'esprit. À présent, je veux que tu conclues ce moment comme nous l'avons commencé. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je suis stoïque. » En faisant ça, tu renforces ce message en toi. Tu l'ancres. Tu l'intègres à ton identité. Souviens-toi que ce que tu répètes, tu l'imprimes. Et ce que tu imprimes, tu le vis. Si ce contenu t'a inspiré, t'a éclairé ou t'a touché au plus profond, je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer à créer plus de contenu pour t'accompagner sur ce chemin de transformation intérieure. Ton esprit le mérite, ta vie en a besoin, et tu es prêt.